Éric Darge, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si l'état de notre santé dépend de notre digestion. Donc, toujours le même format, une demi-heure d'entretien. Je te laisse la parole. Merci. Alors, on a précédemment fait différentes vidéos sur l'alimentation, sur différents régimes, etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la digestion. On part du principe qu'on a une alimentation équilibrée avec toutes les classes alimentaires qui sont représentées en quantité et en qualité. Et donc, qu'est-ce qui se passe lors d'une digestion? Lors d'une digestion, il y a deux grands phénomènes qu'on peut noter. C'est le phénomène de fermentation et le phénomène de putréfaction. Qu'est-ce qui fermente? Ce sont les fibres alimentaires qui vont fermenter tout le long de l'intestin grêle en l'occurrence, et à l'issue de cette fermentation de la cellulose, ben, il va y avoir toutes sortes, il va y avoir des sucres, il va y avoir même dans certains cas des vitamines, et on sait que la cellulose, outre le fait qu'elle a un rôle de lest, c'est qu'elle permet au bol alimentaire d'avancer, elle permet aussi de nourrir, cette fermentation permet de favoriser certains sucres qui vont nourrir les bactéries de la flore intestinale, dont on voit son rôle éminemment important. Ensuite, sans rentrer dans les détails, il y a pas les protéines alimentaires, mais d'ailleurs ce ne sont pas les sucres alimentaires qui fermentent, ce sont les fibres de la cellulose, des fruits et des légumes, et éventuellement des plantes si on en consomme. Et qu'est-ce qui putréfie? C'est les protéines, mais pas les protéines alimentaires, la viande, les œufs, etc. Celles-ci putréfient pas. Les protéines qui putréfient, c'est les protéines de la desquamation de la muqueuse du côlon, et puis les bactéries, les cadavres bactériens, et donc qui génèrent évidemment beaucoup de bactéries. Je crois que c'est équivalent à 240 grammes par jour, et c'est ces protéines qui putréfient. Donc on voit qu'il y a deux genres de flore, entre guillemets, des bactéries de la fermentation et des bactéries de putréfaction. Et il faut que ces deux processus soient équilibrés pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Bon, voilà, c'est dit sommairement parce que je ne veux pas non plus rentrer dans quelque chose de trop technique parce que ce n'est pas l'objet de la discussion déjà. Petite question. Ouais. Petite question, petite précision. Est-ce que la putréfaction et la fermentation sont des étapes de la digestion ou c'est des choses qui vont transformer des déchets? Ce sont des étapes. Alors, c'est pas des étapes de. Est-ce que c'est des étapes de la digestion? Oui, d'une certaine manière, puisque les fibres font partie du bol alimentaire. Donc oui, c'est des étapes de la digestion. Oui, oui, oui. Il faut savoir quand même que les lipides, les glucides et les protéines, c'est-à-dire les huiles que l'on consomme, les sucres que l'on consomme, les protéines que l'on consomme, sont digérées dans la quasi-totalité au niveau de l'estomac, du duodénum et de l'intestin grêle, et qu'ensuite elles passent via la muqueuse intestinale dans le sang. Donc la quasi-totalité des aliments se fait dans l'estomac, le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle, et ensuite l'intestin grêle, voilà, lui-même. Ensuite, en ce qui concerne les sucres, les fermentations, on a vu qu'il s'agissait que des fibres alimentaires et les protéines, que les protéines qui subissent une desquamation, c'est les protéines de renouvellement des tissus et les cadavres microbiens qui putréfient. Voilà. Donc, voilà pour une digestion. C'est très sommaire hein, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais Okay. Voilà un peu les grandes lignes. Et en fait, c'est quand même important de connaître ces processus parce que les gens qui ne mangent pas de crudité, eh bien, ils ne renouvellent pas leur flore de fermentation
Et quand la flore de fermentation devient atone, parce qu'elle manque de nourriture, entre guillemets, eh bien, c'est la flore de putréfaction qui, normalement, est localisée à partir de la deuxième partie du côlon, côlon transverse et côlon descendant, et qui a tendance à remonter, à migrer même dans l'intestin grêle. Alors, on voit l'importance d'avoir des crudités, légumes et fruits, mais surtout légumes, pour que constamment cette flore de fermentation persiste et aille jusqu'au bout. C'est-à-dire que la flore de fermentation trouve son point culminant au niveau terminal de l'intestin grêle, au niveau du cacum. Ensuite, ça continue dans le côlon ascendant et ça diminue puisqu'ensuite c'est dans le côlon transverse, dans le deuxième tiers du côlon transverse, eh bien, c'est la flore de putréfaction qui prend le relais. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on ne va pas trop insister là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que de manger des fibres est très important pour que notre flore intestinale puisse Jouer son rôle. Voilà, jouer son rôle et puis être régénérée en permanence. Et d'ailleurs, dans les fameux probiotiques, les personnes qui prennent des probiotiques, et même si on a des choses à dire sur les probiotiques, parce que très souvent les probiotiques sont fabriqués à partir de produits laitiers, donc ça a tendance à spécialiser les bactéries. Bon, mais ça, c'est un autre discours. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour remettre en cause les probiotiques fabriqués à partir de produits laitiers. Ceci dit, l'intérêt des probiotiques, c'est que dans les probiotiques, dans un symbiotique, il y a la nourriture des bactéries et les bactéries elles-mêmes, ce qu'on appelle un symbiotique. Donc en fait, il y a le prébiotique, le probiotique et le symbiotique. Le prébiotique, c'est nourrir les bactéries. Eh bien, on n'a pas besoin, si on peut se passer des probiotiques, c'est encore mieux. Le fait de manger des crudités favorise continuellement la prolifération de bonnes bactéries. Il faut savoir qu'on a à peu près 98% de bonnes bactéries, des bactéries qu'on dit saprophytes, ça s'écrit S-A-P-R-O-P-H-Y-T-E-S, et on pourrait faire un jeu de mots, ça profite à l'organisme, et les bactéries pathogènes qui représentent 3 à 5%. En fait, d'avoir 3 à 5% de bactéries pathogènes, c'est même normal et indispensable parce que ça permet de stimuler le système immunitaire tant que ça reste raisonnable. Le problème, c'est quand les bactéries pathogènes viennent à pulluler, à se développer de manière anormale. Et maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles il y a un déséquilibre de la flore intestinale. Alors déjà, on va essayer de lister toutes les causes, enfin pas toutes parce qu'elles sont trop nombreuses et puis c'est même pas la peine, il faut retenir les plus importants, toutes les causes qui favorisent des troubles digestifs. Et c'est très important de les conscientiser parce que ces causes sont à l'origine de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale, et on verra toutes les conséquences ensuite d'un déséquilibre de la flore intestinale. Alors, quelles sont les nombreuses causes pouvant générer des troubles digestifs? Alors, le manque d'aliments qui contiennent des fibres, on vient de le voir. L'hypochloridrie stomacale, le fait que l'estomac ne sécrète pas assez d'acide chlorhydrique, et on verra que ça peut avoir comme origine le fait de manquer de protéines. Les gens qui ne mangent pas assez de protéines peuvent avoir une hypochloridrie stomacale. En cas d'excès d'acide au niveau de la première partie de l'intestin grêle, alors là, c'est quand les gens, moi je veux dire, déséquilibrent leur repas et bon, on ne va pas trop insister là-dessus. Le stress est une cause de déséquilibre de la flore intestinale, donc pouvant générer des troubles digestifs. Autre cause de troubles digestifs, la consommation importante de sucre blanc qui va favoriser la prolifération bactérienne au niveau de l'intestin, la consommation excessive de fibres. Alors, autant le manque de fibres est défavorable, autant l'excès de fibres est défavorable aussi parce qu'il peut provoquer des inflammations importantes de la muqueuse intestinale. L'insuffisance de mastication, bien le fait de boire trop d'eau dans un repas va diluer les sucs digestifs. Bien le fait de prendre des boissons froides à la fin du repas, ça va provoquer un spasme. Donc, consommer une glace à la fin du repas,
est déconseillé. Et ensuite, il peut y avoir aussi les émotions négatives, le stress visuel. Voilà, j'ai cité les plus importants. Il y a aussi les incompatibilités alimentaires, le fait d'associer à un même repas deux aliments qui s'opposent, par exemple. Il est déconseillé de boire un jus d'orange pendant un repas ou de boire un soda pendant un repas parce que vous allez bloquer la digestion de certains aliments. Je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques, mais il y a des aliments qui ont besoin d'un pH plutôt alcalin et si vous acidifiez trop le bol alimentaire, eh bien, la digestion va être ratée. Donc, évitez Ok. une orange, un jus d'orange, un Coca-Cola, un soda pendant un repas qui seront à l'origine de troubles digestifs. Voilà, de manière assez concise, les grandes causes pouvant générer des troubles digestifs. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'après un repas, il est important de respecter un temps de pause de 3 à 4 heures, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger avant 3 à 4 heures après un repas complet, où il y a eu des protéines, des glucides et des lipides. Et il faut attendre au moins 1 heure et demie à 2 heures avant de boire de l'eau ou n'importe quoi, parce que si vous buvez trop tôt, vous allez diluer les sucs de l'estomac et le pH va remonter et la digestion se fera mal. Par exemple, les protéines demandent un pH de 1 à 3. Si vous buvez pendant les 2 heures qui suivent un repas, ce pH va remonter et la digestion de la viande ou de la protéine se fera. Donc, ne pas boire, il faut attendre un temps de minimum de 2 heures avant de boire On et a une petite coupure, je crois. plutôt 4 heures avant de manger. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y avait une coupure, mais c'est bon. D'accord. Ensuite, dans les autres causes pouvant générer des troubles digestifs, il y a les dysfonctionnements organiques, par exemple une faiblesse hépatique, une faiblesse pancréatique, une faiblesse intestinale. Il y a aussi les aliments qui sont modernes, qui sont trop transformés, ou les Trop molécules cuit, trop. voilà, ou les aliments trop cuits, comme tu dis, qui sont générateurs de molécules toxiques. Il y a les mauvaises habitudes culinaires, c'est le cas, les cuissons excessives, qui entraînent une dégradation des constituants alimentaires et un déficit en minéraux, en oligo-éléments. Il faut savoir que les vitamines, les minéraux, les enzymes, etc., participent à des processus digestifs et donc les carences nutritionnelles peuvent affecter la qualité de la digestion, les acides aminés, etc. Et le gluten, etc., bien sûr. Alors, tu as raison. Après, en ce qui concerne le gluten et les produits laitiers, c'est pour les gens qui sont euh, intolérants au gluten et intolérants aux produits laitiers. Et dans ce cas-là, ça peut générer des troubles digestifs. Voilà. Ensuite, on va voir dans la. Donc, on a vu A, B. Alors maintenant, c'est quelles sont les conséquences des troubles digestifs? Et voilà, ça, c'est vraiment peut-être la partie la plus importante de notre interview. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque on n'a pas respecté tous les critères que l'on vient d'énumérer et que l'on a causé des troubles digestifs. Eh bien, ces troubles digestifs vont provoquer des dysbioses, des déséquilibres de la flore intestinale. On a vu tout à l'heure que la flore intestinale était constituée de 95 à 98% de bactéries saprophytes et de 2 à 5% de bactéries pathogènes. Tant que l'on reste dans ces Proportion. proportions, tout va bien. Mais si on cause des troubles digestifs, ces troubles digestifs, au-delà de l'inconfort que ça peut générer, c'est-à-dire des ballonnements, des gaz, des aigreurs, des remontées acides, etc., ça va provoquer un déséquilibre de la flore intestinale avec une augmentation des bactéries pathogènes. Les bactéries pathogènes, en plus de créer des ballonnements, etc., sont capables de sécréter des toxines. Et ces toxines et les acides nés de digestion etc., vont altérer la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, c'est la frontière entre les aliments qui sont en train d'être digérés et le sang. Et cette muqueuse, elle fait 1/40 de millimètre, elle est très fragile, et tous les toxines et les poisons qui sont générés
par les bactéries peuvent agresser la muqueuse, l'altérer, et en fait, au final, on va obtenir ce qu'on appelle une disjonction des entérocytes. Imaginons, prenez une passoire, cette passoire elle est faite de mailles. Si ces mailles s'écartent et s'ouvrent, eh bien, vous allez avoir toutes sortes d'aliments qui vont passer outre cette passoire. Il y a une porosité, quoi. Voilà, la porosité va augmenter. Voilà. Et donc, quel est le danger, et c'est vraiment à noter, quelle est la conséquence et le danger d'une muqueuse intestinale qui est trop poreuse, parce qu'une muqueuse intestinale doit être normalement poreuse, autrement les nutriments ne pourraient pas passer au niveau du sang et de la lymphe, mais cette porosité doit être relative. Si cette porosité augmente parce que on est en présence d'une disjonction des entérocytes, c'est-à-dire que les mailles s'ouvrent, il y a l'étanchéité de la muqueuse et a été altérée, donc elle a tendance à être trop importante. À ce moment-là, on a des molécules qui ne sont pas encore digérées. On appelle ça des macromolécules qui vont passer dans le sang. Alors on sait que dans un premier temps, le système immunitaire va réagir, puisque 80% du système immunitaire de notre corps est localisé au niveau de la muqueuse intestinale. Ce n'est pas d'ailleurs le hasard si l'organisme, la nature a fait que le système immunitaire est prépondérant à ce niveau-là, parce que c'est un peu la frontière. Donc si les toxiques passent, dans un premier temps, il va y avoir une réponse et le système immunitaire va essayer d'empêcher une prolifération de toxiques dans le sang. Mais si les toxiques sont trop abondants parce qu'il y a une dysbiose et il y a une muqueuse trop poreuse, dont les mailles sont trop ouvertes, à ce moment-là, il va y avoir des quantités importantes de macromolécules qui vont passer dans le sang. On a bien dit que des macromolécules sont des molécules alimentaires qui n'ont pas été encore digérées, donc elles ont des tailles importantes. Et lorsque le système immunitaire va détecter ces macromolécules, il va considérer qu'il y a un danger, il va les considérer comme des antigènes, et un antigène plus un globule blanc, eh bien, ça fait ce qu'on appelle un complexe immune. Tant que ces complexes immunes ne sont pas en trop grande quantité, tout ça est géré de manière normale et évacué par l'organisme. Mais lorsqu'il y a trop de complexes immunes, ces complexes immunes qui normalement sont localisés dans le sang vont se déposer dans des tissus, des organes, et à ce moment-là, le système immunitaire, ça va provoquer de l'inflammation. Le système immunitaire va vouloir les détruire, et ça va provoquer une maladie auto-immune. Alors, pour que toutes ces explications un peu scientifiques deviennent plus claires, je vais donner l'explication par rapport à un exemple de lait. Il y a des enfants qui sont devenus diabétiques parce qu'ils ont pris du lait de vache quand ils étaient tout petits. Alors, on peut se poser la question, même si le lait de vache n'a pas que des avantages et on conseille de faire attention de ne pas trop en consommer, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des enfants qui consomment du lait de vache et ils n'ont aucun problème. Et il y en a d'autres, heureusement une petite quantité, qui peuvent déclarer une maladie auto-immune, le diabète. Comment ça se fait que un enfant qui consomme, un jeune enfant qui consomme des produits laitiers peut avoir le diabète? C'est parce qu'en fait, alors je reprends mon exemple, si pour X raisons, l'enfant souffre de dysbiose, de troubles digestifs, pour toutes les raisons que l'on a évoquées, et il y en a encore d'autres même. À ce moment-là, il va y avoir une modification de sa flore. Il va y avoir ce qu'on appelle une dysbiose. Cette dysbiose va entraîner une altération de la muqueuse intestinale. Au profit de cette muqueuse qui va s'ouvrir, les mailles vont s'ouvrir. On a dit tout à l'heure que ça s'appelait une disjonction des entérocytes. À ce moment-là, c'est un peu comme une maille d'une passoire, elle s'ouvre. À ce moment-là, on a des grosses molécules qui passent. Et les grosses molécules qui passent et qui ne devraient pas passer issues du lait, ça peut être de l'insuline bovine. Il se trouve que l'insuline bovine, alors, quand cette insuline bovine va rentrer dans le sang, l'organisme va considérer que c'est un antigène. Et donc, il va y avoir une réaction immunitaire. Antigène, anticorps, complexe immune.
Mais s'il y a trop de complexes immunes, eh bien, ces complexes immunes peuvent se déposer au niveau du pancréas et provoquer une maladie auto-immune. Et pour quelles raisons le système immunitaire peut considérer que, en fait, ce qui se passe, ah oui, il y a une précision à faire, c'est que cette macromolécule ne devrait pas passer dans le sang. Et il se trouve que l'insuline bovine ressemble à l'insuline humaine. Et donc, le corps peut très bien considérer que l'insuline humaine pose un problème parce qu'il a attaqué l'insuline bovine à juste titre, mais il risque d'attaquer l'insuline humaine Sa propre insuline, quoi. Parce qu'il considère que c'est la même chose. Alors qu'en fait, c'est parce que le corps, l'organisme a un défaut. À ce moment-là, le système immunitaire a un défaut. Il a du mal à différencier le soi et le non-soi. C'est-à-dire les molécules qui appartiennent à son intégrité et les molécules qui n'appartiennent pas à son intégrité. Et lorsque le système immunitaire est dépassé dans ses fonctions détoxinantes, parce qu'il y a beaucoup de toxiques, il peut à un moment donné avoir du mal à différencier le soi et le non-soi et considérer l'insuline bovine comme identique à l'insuline humaine et il va attaquer le pancréas et détruire le pancréas et donc ensuite l'enfant se retrouve diabétique. Donc on voit que la cause de la maladie auto-immune et surtout du diabète pour le lait, même si on peut critiquer le lait, ce n'est pas le lait lui-même, c'est le fait qu'il y a une porosité excessive de la muqueuse intestinale qui a favorisé cette réaction auto-immune. Et il faut savoir que la très grande majorité des maladies, on appelle ça des problèmes allergiques, que ce soit les intolérances aux produits laitiers, intolérance au gluten et les allergies de toutes sortes, eh bien, c'est en relation avec une porosité excessive de la muqueuse intestinale. Il faut savoir que la porosité excessive de la muqueuse intestinale est une cause majeure de très très nombreuses pathologies. Voilà. La dernière fois, dans une précédente vidéo, on avait mis en avant les principes qui favorisaient la maladie. On avait parlé du stress oxydatif lorsqu'il s'emballait, du processus inflammatoire lorsqu'il s'emballait. Mais dans la genèse des mécanismes qui favorisent les grosses pathologies d'aujourd'hui de notre société, avant même les processus inflammatoires qui s'emballent et les processus oxydatifs qui s'emballent, eh bien, il y a la porosité de la muqueuse intestinale qui, comme je vous l'explique, ne peut plus assurer cette frontière. Et c'est un peu comme dans un pays, si on laisse rentrer tout et n'importe qui, des brigands, des gangsters, il ne faut pas s'étonner ensuite que la population ait des problèmes. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si on laisse rentrer une trop grande quantité de bactéries, pathogènes, de toxiques, etc., le système immunitaire est dépassé, il n'est plus capable de faire la différence entre le soi et le non-soi, et toutes sortes de processus s'emballent, les processus des règlements, quoi. Le complexe immune et les maladies auto-immunes. La maladie auto-immune est le résultat d'un dérèglement du système immunitaire parce que très souvent, il est submergé par une quantité très importante d'antigènes. Voilà. D'accord. Alors, comment on solutionne ce problème? En amont, en respectant bien toutes les causes favorisant les troubles digestifs. D'ailleurs, c'est un sujet tellement important que j'ai écrit un livre qui s'appelle La digestion clé de notre santé. Et sur 200 ou 300 pages, j'explique toutes les causes, parce qu'en fait, même si là j'ai dégrossi, si on veut rentrer dans le détail, c'est bien aussi de s'informer de manière plus précise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une porosité de la muqueuse intestinale? Déjà, on corrige la cause, donc on travaille sur les causes des troubles digestifs, et ensuite, on essaye de favoriser la restauration de la muqueuse intestinale. On s'est aperçu que rien que la carence de certains nutriments peut favoriser la porosité de la muqueuse intestinale, sans même qu'elle soit agressée, parce qu'elle n'a plus les constituants nécessaires pour se régénérer. La carence en acides gras, en l'occurrence l'EPA, EPA-DHA, mais je crois que c'est plutôt l'EPA, voilà.
Ensuite, donc les oméga 3, consommer de l'huile de noix, de l'huile de colza, c'est intéressant. La vitamine D a un rôle très important euh, Pour les muqueuses. l'intégrité de la muqueuse intestinale et je crois même qu'elle intervient aussi pour permettre au système immunitaire d'être plus efficace dans la différence entre le soi et le non-soi, c'est-à-dire les molécules qui appartiennent à l'organisme et les molécules qui sont des antigènes. Le non-soi qui n'appartient pas à l'organisme. Ensuite, alors dans la on peut énumérer, il y a aussi la glutamine. Alors la glutamine est un acide aminé. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains compléments alimentaires qui surdosent la glutamine dans leur composition. Il faut savoir que quand on a une quantité trop importante de glutamine qui arrive d'un coup, la glutamine peut se transformer en glutamate et le glutamate est un neurotoxique. Donc, la glutamine est à utiliser avec beaucoup de prudence. Il vaut mieux préférer la glutamine que l'on trouve naturellement dans les aliments tels que le pollen, qui est une source très intéressante de glutamine. Ensuite, il y a les polyphénols des fruits et des légumes. Ce sont des molécules qui font diminuer l'inflammation de la muqueuse intestinale. Il y a la vitamine U du chou, qui est protectrice de la muqueuse. Il y a la vitamine A, la vitamine C, E, qui sont des antioxydants qui freinent le processus inflammatoire, le processus oxydatif. Voilà. En ce qui concerne le composant composé des acides gras, c'est le DHA qui est favorable. Il y a le PA, le DHA, c'est plutôt le DHA qu'on trouve dans l'huile de noix et de colza. Comme j'ai précisé tout à l'heure, mais j'ai peut-être fait une erreur. J'ai plutôt parlé de l'EPA, c'est le DHA. Mais bon, c'est un peu technique, on s'en fout. C'est consommer de l'huile de colza et tout ira bien. Oui, voilà. Voilà. Et puis après, il y a d'autres. On peut utiliser la Boswellia serratale. Et puis aussi, on peut faire appel à la mycothérapie. Alors, ce sont des champignons qui sont riches en glycoprotéines, en certaines molécules qui est favorable pour la restauration de la muqueuse intestinale. Alors, il y a le shiitake, la pleurote, le phylus et le coriolus, le phylus lenteus. Voilà, donc la mycothérapie est intéressante dans la restauration de l'intégrité de la muqueuse intestinale. On peut soit acheter des compléments alimentaires qui contiennent des champignons, ou bien carrément acheter des champignons plutôt bio, d'origine biologique. Dans un magasin bio, on peut trouver assez facilement du shiitake et de la pleurote et en manger régulièrement. Et voilà, ça c'est une bonne stratégie. Et pour terminer, je voudrais juste revenir sur si le public ne connaît pas la théorie du docteur signalé, qui considère que toutes les pathologies, la majorité des pathologies, on peut les catégoriser en trois Grande catégorie. voilà, les pathologies d'élimination, les pathologies d'encrassage et les pathologies auto-immunes. Les pathologies d'élimination, c'est lorsqu'il y a un surcroît de toxiques, eh bien, les émonctoires peau, poumon, rein, intestin vont rentrer en phase pathologique, ce qui va leur permettre d'éliminer plus, mais au détriment de leur intégrité, comme une bronchite pour le poumon, un eczéma pour la peau, une maladie du côlon ou une maladie, une inflammation des reins. Et ensuite, donc là, on est dans les pathologies d'élimination. Les pathologies d'encrassage, c'est lorsque l'organisme dépose des toxiques à des endroits qui n'ont pas comme vocation d'éliminer, comme les articulations. Là, on est dans une pathologie d'encrassage. Et une maladie auto-immune, c'est lorsque le système immunitaire détecte des toxiques qui sont, par exemple, l'organisme a un exutoire qui sont les graisses. Les graisses sont un exutoire, c'est-à-dire que les toxiques ont tendance à s'accumuler dans les graisses. Il faut savoir que la myéline et la gaine de Schwann, ce sont des graisses qui permettent la conduction nerveuse. Il faut s'imaginer un fil électrique avec une gaine. Cette gaine, elle est faite de gaine de Schwann et de myéline. C'est des acides gras. Les toxiques ont tendance à se loger là. Si le système immunitaire les détecte, il va vouloir les détruire. Et en détruisant
il va détruire les toxiques, il va détruire la gaine de Schwann et la myéline. Et le résultat, c'est entre autres la sclérose en plaques. Alors même si la sclérose en plaques peut expliquer la genèse en plaques avec des explications beaucoup plus élaborées, celle-ci en est une. Voilà. Les toxiques accumulés dans les graisses gaine de Schwann et myéline, peuvent être la cible du système immunitaire. Même si aujourd'hui, il y a des explications et on commence à mieux comprendre la sclérose en plaques, mais comme ce n'est pas le sujet, je ne vais pas trop m'y attarder. Voilà, je crois que les 30 minutes sont terminées. Donc, on est à combien là? Pile poil une demi-heure. Voilà. Donc, voilà, j'ai expliqué ça de manière concise. C'est un peu complexe, mais j'ai essayé de le faire de la manière la plus simple possible. Par contre, si vous avez des questions ou ce sujet évoque chez vous des interrogations, n'hésitez pas à poser les questions en dessous de la vidéo et j'y répondrai. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Eric Darche. Merci à toi, Jinkyo. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.